mystère très noir et tragédie baroque. Rock, rock, rock. Donc je présente d'abord Jean-Christophe Tixier qui a écrit La Ligne. C'est sorti le 1er mars chez Albin Michel, 1er mars 2023. Et juste un petit résumé de sa carrière. Il a enseigné l'économie pendant longtemps, il a dirigé un collège. Il n'était pas à plein temps quand il était au collège, donc ça lui a laissé un peu de temps pour faire autre chose. Et il sait aussi ce que c'est un festival, puisqu'il est à l'origine d'un festival qui s'appelle Un aller-retour dans le noir, à Pau, et qui a lieu au début du mois d'octobre, donc c'est bientôt, ça va venir vite. Et voilà, c'est un petit festival qui accueille 25-30 auteurs français et étrangers. Il écrit pour les très jeunes, il y a une trentaine de romans à son actif pour les jeunes, pour les enfants à partir de 5 ans, et à partir du moment où on sait lire, même peut-être plus jeune. Il a écrit aussi pour les adolescents, et il a écrit 3 romans pour les adultes. Donc les 3, ils ont été écrits assez récemment. Le premier en 2019, qui s'appelait Les Mal-Aimés, et c'est l'histoire d'adolescents qui vivent dans les Cévennes au 19e siècle, et 17 ans plus tard, il y a des malédictions qui tombent sur le village, et on se dit que c'est le retour des adolescents qui ont été un peu martyrisés. Le deuxième roman, c'est Effacer les hommes, en 2021. C'est 3 femmes qui se déchirent à l'héritage d'une auberge, et des secrets du passé apparaissent pendant qu'un lac, mystérieusement, s'assèche. Voilà, et le troisième roman, c'est celui-ci, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle La Ligne. Et La Ligne, c'est, en quelques mots, c'est l'État qui décide de tracer une ligne. Alors je crois que c'est dans toute la France, mais là, on va s'intéresser plus particulièrement à un village où il semble bon vivre, bien, tout le monde vit bien ensemble. Sauf que cette ligne va créer quelques problèmes. Il y a des partisans de la ligne, et puis d'autres qui sont plutôt interrogatifs et qui rejettent l'idée de cette ligne qui sépare le village en deux. Donc on va en parler après. Je vais présenter Fabrice aussi. Fabrice Jambois, lui, il est agrégé et docteur en philosophie. Il enseigne la philosophie. Il est spécialiste de l'œuvre de Gilles Deleuze. Et il a écrit une thèse qui s'appelle « L'idée de mort et la formation de la psychiatrie matérialiste dans la philosophie de Gilles Deleuze ». Et son livre s'appelle « Mycélium ». Ça fait rire. Ah oui, il y a un humour particulier. Peut-être que Fabrice nous dira pourquoi ça peut appeler le sourire ou le rire. Non, ça peut l'admiration, tout le monde est admiratif. Alors, cette œuvre de Deleuze, elle semble assez importante pour Fabrice. Parce que peut-être que je peux me permettre de redéfinir ce que c'est que le mycélium. Est-ce que tout le monde sait? Est-ce qu'on est tous au même niveau d'information? Peut-être pas. Alors, si. Ah, d'accord. Si le mycélium, en fait, c'est. J'ai pris la définition. C'est la partie végétative des champignons formée de filaments souterrains ramifiés, généralement blancs, et sur laquelle croîtront d'autres champignons. En fait, ça fait penser, vous savez, quand on déterre des bambous, ça fait plein de ramifications, et ça crée des sortes de réseaux. Voilà, exactement, ça fait aussi... Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on appelle ça aussi le blanc de champignon, le mycélium. Mais c'est quand même moins classe que le mycélium, de dire un blanc de champignon, c'est bof pour un livre. Voilà, et donc, ça fait aussi, ça évoque aussi peut-être les ramifications, ou en tout cas les réseaux qui peuvent exister dans un cerveau avec toutes comment ça s'appelle, les synapses et puis les neurones qui communiquent. Voilà, en fait, tout ça pour vous dire que mycélium, c'est une interrogation sur la connexion entre soi et les autres et sur les réseaux. Donc, je voudrais poser une première question à Jean-Christophe, c'est la ligne. Est-ce que ça crée une trilogie, les 3 romans que vous avez écrits, puisque ça se passe quand même pas mal dans des villages français, ou en tout cas, là on ne sait pas très bien où ça se passe dans la ligne, parce qu'il n'y a pas de nom de ville, mais est-ce que c'est une trilogie ou pas du tout? Moi j'ai pas lu vos 2 premiers livres pour adultes, mais j'ai lu la ligne bien sûr. Je sais pas, mais en tout cas c'est certainement une progression dans le travail, donc est-ce qu'il y a un lien? C'est pas une volonté pour écrire sur le milieu rural, hein, parce que c'est pas forcément, moi j'ai toujours vécu en ville, toujours vécu dans les appartements, et j'ai pas une attirance particulière c'est le hasard. Je me suis intéressé dans le premier à un bail pour enfants et adolescents, avec plus de 70 sur le territoire français, et sur ces 70 bails, dont les derniers ont fermé en 45,
Il y en avait 10 qui appartenaient à l'État, et les autres, c'était soit des congrégations religieuses, soit des riches propriétaires terriens à qui on confiait des gamins. Et le bagne auquel je me suis intéressé, c'est le bagne de Vailloquès, au nord de Montpellier. Voilà, c'était des gamins qu'on filait à un riche propriétaire terrien. C'était un jeune massacre, puisqu'il y a eu plus de 400 jeunes qui sont morts en 34 ans d'existence. Donc forcément, ça se situait en zone rurale. Le second, effacer les hommes. Le point de départ, c'était une ouvrière qui profite de ses premiers congés payés, avec les fameux billets Lagrange qui l'autorisaient d'aller jusqu'à 200 km de son point de départ. Et j'avais besoin, pour l'histoire, d'un barrage convidange de vignes, et donc de cette distance de 200 km par rapport à une grande ville. Et donc, c'est l'Aveyron qui cochait toutes ces cases, et ça s'est trouvé en Aveyron. Là, ici, ce qui m'intéressait, moi, c'était d'imaginer cette notion de ligne, pas forcément de travailler sur les causes de la ligne et qu'est-ce qui ont amené à cette partition, mais comment chacun va se positionner par rapport à cette ligne-là. Si je l'avais situé dans une ville, on aurait trouvé un tas de raisons pour expliquer la fracture qui naît dans la société, en disant, bah oui, mais en ville, les gens ne se connaissent pas, il y a une indifférence, il y a un certain nombre de choses. Donc moi, j'ai voulu prendre un espace presque clos, où tout le monde a l'habitude de vivre ensemble, où il y a un vrai vivre ensemble, et montrer que même au sein de d'une communauté qui paraît en apparence soudée, le fait qu'il y ait une ligne qui apparaisse et donc qui va obliger certains à se positionner par rapport à cela, tous ceux qui ne se sont pas positionnés à se positionner dans un deuxième temps. Voilà. Donc le hasard a fait que les trois sont donc c'est un hasard, d'accord. Le prochain sera Robin. Ouais. J'ai oublié de résumer très rapidement le livre de Fabrice Jeanbois, de Mycélium. Donc on est à Paris, dans le 18e arrondissement, à Porte de la Chapelle, pas loin de la colline du Crac, on l'appelle comme ça. Et des toxicomanes et des migrants tombent comme des mouches, on ne sait pas très bien pourquoi. Ils se vident littéralement, ils vomissent, ça va pas fort, c'est très soudain. Très vite, des soupçons se portent sur un groupuscule qui s'appelle les Vicaires, qui est un groupuscule d'ultra-droite, et qui est emmené par un certain Stéphane Zener, avec un Z comme Zener, qui est une sorte de gourou charismatique, et Ravard, l'enquêteur, qui est assez raisonnable, assez posé, qui a une vie normale, même s'il est divorcé, va essayer de trouver les coupables. Voilà. Il va enquêter dans des milieux qui pensent plutôt politisés, puisque d'extrême droite, mais il se trouve que ça va l'emmener dans les limbes de Paris et dans des milieux qui sont, on pourrait dire, paranormaux, ou en tout cas occultes. Et ma première question, oui, il y a aussi une journaliste qui est assez importante, il y a une journaliste qui, parallèlement, voit ces migrants qui tombent comme des mouches, et elle croise le regard d'un migrant qui a un regard mauve, et quelques heures après, elle sent la mort d'un copain avec qui elle était, d'un amant, et elle le sent dans sa chair. Voilà. Et c'est cette enquête parallèle qui va avoir lieu entre Ravard, l'enquêteur, et Cléo Moiradi, ça s'appelle. Et bien sûr, il y aura d'autres intervenants, mais on va en parler. Je voulais demander à Fabrice s'il n'avait pas pris trop de mycélium, même si c'est pas le nom vraiment de la drogue, c'est l'inoxyciline. Mais est-ce que ça va, Fabrice? Oui, alors l'idée c'était de conjuguer une intrigue policière assez classique avec l'enquêteur. Avec l'enquêteur, et puis en même temps une intrigue qui était un peu aux frontières du réel, avec le personnage féminin principal qui est une étudiante, plus que journaliste, et qui va être personnellement touchée par la mort des victimes. Ce qui va la conduire à enquêter sur, au fond, certains milieux ou certaines traditions finalement de l'étude du paranormal en France, qui là se fonde sur notamment un livre qui est sorti en 1922 d'un certain Binet Anglais, qui était un médecin assez réputé, qui a une certaine reconnaissance, et qui est l'auteur d'un livre intitulé La fin du secret, où il se proposait d'étudier le pouvoir de télépathie et de dresser même des classes de télépathes qui aurait permis de mettre à la fin au secret diplomatique, etc. Et qui reconstitue finalement un jeu aussi géostratégique. Donc il y a ces deux faisceaux, deux intrigues qui se déploient et qui se situent dans un contexte hyper contemporain, au fond celui de Paris actuel, avec des problématiques qui sont celles des migrants, etc.
Alors une question pour Jean-Christophe. De prime abord, on pourrait penser presque que la création, imaginer une ligne qui sépare un village, qui est une simple ligne blanche hein, qu'on pourrait voir sur un terrain de foot, c'est presque un artifice littéraire, mais en même temps, cette ligne, elle exerce un magnétisme sur tous les habitants. Comment vous avez imaginé ça? Est-ce que pour vous, ça commence par un artifice ou est-ce que c'est quelque chose de tangible? Il y a une expérience qui est simple à réaliser. Vous prenez une chambre qui est partagée par deux frères ou un frère et une sœur, et puis ils vivent ensemble, ils s'approprient le territoire, et puis un jour, vous décidez de tracer une ligne, en disant, ben voilà, chacun a son espace. À tel moment où vous faites ça, dès qu'il y en a un qui va faire dépasser un jouet de l'autre, il va pouvoir lui dire non, c'est pas chez toi ici. Il y a une limite. Il y a une limite. Il va dire une fois, deux fois, et à la troisième fois, il y a un point qui va partir, ou en tout cas les mots vont sortir, et ça va tout de suite, très vite tourner à la dispute et à la bagarre. Donc à partir du moment où on a cette ligne, et à partir du moment où il y a que ce soit une ligne, que ce soit une déclaration, que ce soit un sujet qui soit lancé dans la presse, hein, je veux dire voilà, ça peut prendre plein de formes, ben, ça oblige une injonction à se positionner. Et cette injonction à se positionner, ben, tout de suite il y en a qui vont aller dessus. Et à partir du moment où ils se positionnent, tous ceux qui souhaitaient prendre du recul par rapport à tout cela ne vont pas pouvoir et vont à leur devoir se positionner. Et ce qui n'est qu'une ligne qui n'est pas contraignante hein, dans le roman au départ, elle est simplement tracée, elle va entraîner une bascule complète. Moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était pas de voir quelle était l'origine politique de cette ligne-là et d'aller explorer cet élément-là. C'était vraiment le voir comme une expérience scientifique où on se dit, bah, tiens, comment va se comporter un serpent face à une souris, on prend un vivarium, on met les deux, puis on observe de l'extérieur, ben là c'est ça. Comment face à une ligne, comment chacun va derrière se positionner. Et donc je ne m'intéresse pas aux origines, mais la manière dont ça va faire éclater le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est quoi? On a tous en nous un certain nombre de rancœurs, de choses mal digérées, de jalousie, etc. Mais le vivre ensemble fait qu'on est capable de les mettre de côté au profit de la vie en communauté. À partir du moment où on donne une occasion aux gens de les exprimer, on ouvre une porte Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que les habitants intègrent cette ligne, qu'elle devient intérieure pratiquement, cette ligne. Parce qu'à partir du moment où elle est là, chacun va pouvoir décoder, relire, interpréter les choses au travers de cette ligne-là. On l'a vu avec tous les grands débats qui ont été lancés à un moment donné, quand on a parlé du débat sur la nationalité, quand on a lancé le mariage pour tous, quand on a... c'était des sujets sur lesquels on arrivait à avoir un accord, et ça entraîne une ligne de rupture. On va en parler après un tout petit peu avec... Ah oui, Fabrice. À propos de la ligne... de la bouche. Ah ouais. Ça me fait... Faut pas appuyer sur le bouton. Ah pardon. Ça me fait penser à... Faut appuyer sur le bouton. Et le relâcher. Ça y est, ouais. Alors, ça me fait penser à ce que disait Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, donc l'anthropologue qui avait commencé sa carrière d'anthropologue en étudiant une tribu sud-amazonienne, les Bororo. Et il avait remarqué que dans la configuration du village de cette peuple-là, les Bororo, il y avait une sorte de ligne idéale, donc qui n'était pas forcément matérialisée physiquement. Il y avait vraiment une ligne de partition entre deux moitiés du village, avec au centre de ce village circulaire la maison des hommes. Et au fond, la règle tacite, c'était que tous ceux qui étaient nés dans une moitié du village ne pouvaient pas se marier avec les personnes qui étaient nées dans la même moitié du village. Et ce que disait Lévi-Strauss, c'était que c'était la solution la plus simple, la plus élémentaire, pour, au fond, éviter l'inceste. Et donc, au fond, pour Lévi-Strauss, cette ligne-là, qu'elle prenne cette forme ou d'autres formes plus complexes, c'est la condition, finalement, de l'interdiction de l'inceste et donc de la culture, puisque dès lors que l'inceste est interdit et qu'on ne peut pas se reproduire au sein de notre propre famille, on doit forcément passer des alliances avec d'autres tribus, et donc, au fond, c'est le début de la culture. Et donc, c'est-à-dire que la ligne, c'est à la fois ce qui est la condition de la culture, mais c'est aussi ce qui peut abolir la culture. C'est vrai. Il y a ces deux, il y a cette ambivalence. Ambivalence, d'accord. Et alors Fabrice, moi j'ai... alors les deux polars sont oppressants dans des styles différents. Et bien sûr Mycélium, c'est le cas, c'est très oppressant pour moi, hein, je parle personnellement, c'est vraiment une lecture éprouvante, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on ne lâche jamais l'histoire. Et je voulais savoir comment vous aviez travaillé
parce que ça se passe sur un très court laps de temps, je crois que c'est une quinzaine de jours, si je me souviens bien. Vous citez Breton, dont le portrait est accroché dans la chambre de la jeune journaliste. Et je voulais savoir si vous aviez usé de l'écriture automatique ou au contraire si vous avez contrôlé tous les détails de votre roman dans un premier temps. Alors moi, je n'ai pas utilisé personnellement l'écriture automatique, tout était assez pensé quand même dans la construction de l'histoire. Breton, il est mentionné parce que le personnage de la jeune femme, l'étudiante Cléo, fait des études qui portent sur Breton, et puis il est question aussi de la question des coïncidences, des hasards objectifs, et Breton s'inscrit dans une tradition au fond qui était assez liée à l'intérêt pour la médiumnité, le paranormal, tout ce qui va ensuite donner dans les années 60-70 la philosophie du désir avec la force qu'on accorde au désir, et donc au fond elle était déjà en quelque sorte prédisposée à rencontrer en quelque sorte cet aspect du pari magnétique, qui est très documenté et qui renvoie finalement à toute une tradition française qui était très vivace au XIXe siècle et qui continue d'être étudiée aujourd'hui dans l'Institut Métapsychique International. C'est un lieu qui se trouve à Paris, où on mène encore des expériences sur les pouvoirs paranormaux, et il y a une bibliothèque assez conséquente dans laquelle je me suis rendu plusieurs fois. Donc, Ah oui, donc en fait l'Institut Métapsychique International, il est dans le 10e arrondissement, donc pas loin de la porte de la Chapelle, là où se déroule l'intrigue. Et sur le site internet, on peut vraiment visiter le site et on peut rentrer dans la bibliothèque. Il y a marqué le paranormal, nous n'y croyons pas, mais nous l'étudions. Alors c'est vrai, mais quand on se rend sur place et qu'on entend les personnages qui s'occupent de l'endroit en parler, ils y croient quand même beaucoup plus qu'ils ne l'étudient. Et leurs adversaires, ce sont les scientifiques, les rationalistes, et quand même cette ponte-là. Et on trouve quand même dans la bibliothèque des rayons consacrés aussi au spiritisme, c'est des choses qui sont en dehors du paranormal. Parce que le paranormal, au fond, c'est tout simplement l'étude de phénomènes. On ne s'explique pas en l'état actuel des connaissances. Mais ce sont des phénomènes qui doivent en principe s'expliquer par des lois de nature qui sont encore en quelque sorte sous-jacentes. Donc c'est pas quelque chose qui foncièrement s'oppose à la science, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'occultisme. Puisque par exemple Arthur Koestler, lorsqu'il écrit le livre Les racines du hasard, il a une composition qui n'est pas celle d'un obscurantiste mais d'un scientifique. Donc il y a quand même une fascination pour des choses qui sont encore occultes. Et puisque le thème de la rencontre c'est un peu le baroque, c'est vrai qu'il y a un peu cette dimension baroque, pas au sens où le baroque ce serait un objet bizarre, irrégulier, mais au sens où le baroque, c'est ce qui implique un rapport au réel, où le réel est encore plié. C'est vrai que j'ai fait une thèse sur Deleuze, c'est déjà un peu lointain, mais Deleuze a écrit un livre sur le baroque qui s'appelle Le Pli, et où il étudie le philosophe allemand Leibniz. Donc Leibniz, c'est un philosophe début 17e, et il est lié au baroque au sens où, pour lui, le baroque, c'est l'opération qui consiste à faire des plis dans le réel, à plier le réel, mais aussi à le déplier. Et ça, c'est au fond le but du roman noir pour moi, c'est de créer une intrigue qui a un peu l'apparence d'un labyrinthe un peu comme une feuille qu'on aurait pliée dans tous les sens, et qu'on va progressivement déplier de sorte qu'on puisse créer une sorte de tension vitale. Et le baroque, c'est aussi la coexistence entre un niveau de perception consciente, l'intrigue globale, on en a une certaine conscience, mais elle est aussi ce qui va permettre de faire remonter par capillarité tout un ensemble d'éléments qui sont finalement diffus dans la société, l'esprit d'une époque. Et donc il y a toujours, même s'il est question de choses un peu à la lisière du paranormal, une dimension ultra réaliste. Et donc l'étage obscur des replis de la matière communique avec l'étage finalement de la claire conscience. C'est Leibniz qui dit qu'au fond, lorsqu'on écoute le bruit de la mer, on a une certaine conscience claire du bruit de la mer, mais cette conscience claire, c'est une sorte de macro-perception qui n'est que la synthèse de micro-perception, de la perception de toutes les petites vaguelettes qu'on entend et qui constituent une perception globale. Et le troisième point, au fond, qui lie le roman noir au baroque, c'est qu'au fond, même s'il y a une remontée des perceptions inconscientes et de l'inconscient dans la conscience, il y a aussi le mouvement inverse, c'est que le baroque, c'est la plongée vers l'obscurité, vers, au fond, quelque chose qui est de l'ordre du pire, en quelque sorte. Leibniz disait qu'au fond, nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, c'est ce qui a été tourné en dérision par Voltaire dans Candide. Mais ce que dit aussi Leibniz, c'est que dans l'entendement de Dieu, qui conçoit tous les mondes possibles, il y a une sorte de pyramide couronnée par le meilleur des mondes, et au fond cette pyramide n'a pas de base puisqu'il y a toujours des mondes qui sont pires les uns que les autres. Et donc au fond le rôle aussi du roman noir, c'est d'explorer le pire, ce qui se matérialise aussi dans la topographie des lieux par des caves, par dans mon roman un lieu qui s'appelle le théâtre des extases, qui est l'objet qui est le lieu d'expérimentation sur la télépathie, etc. Donc il y a
cette dimension-là, cette plongée vers le fond des choses, où on essaie de racler en quelque sorte le pire, parce qu'il fait partie au fond de la réalité. Okay. Ah ouais. Complètement. Moi, je voulais vous poser... Et moi, je dois dire un truc intelligent après. Oui, bien sûr. Je vais vous poser une question, Jean-Christophe. Est-ce que pour vous, la notion de vivre ensemble, elle existe comme on a pu l'entendre auparavant? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un danger de dire on vit plutôt avec, mais à côté, ensemble, mais à côté? Est-ce que le propos de votre livre, ça dit pas un peu ça? Où est-ce que je... Je sais pas. C'est intelligent comme réponse. Pardon, non, mais non, l'idée, elle est de cette évolution de société dans laquelle on est, c'est peut-être un résultat de ces réseaux sociaux où avec Facebook, il y a deux issues possibles, c'est j'aime ou j'aime pas, et qu'on est de plus en plus dans cette société qui est binaire, avec pour, contre, oui, non, blanc, noir, etc. Ce qui en arrive aujourd'hui à un rejet de l'autre, parce qu'effectivement, si celui qui n'est pas pour sait qu'il est contre, s'il est contre, c'est que c'est l'ennemi, si c'est l'ennemi, je dois l'abattre. Il suffit de voir comment tournent les débats sur n'importe quel réseau social, où dès que quelqu'un proposition, il n'y a pas d'argumentation derrière, mais ça tourne au clash, à l'insulte, à la menace, et il y a plein de gens qui sont sous protection policière, simplement parce qu'ils ont exprimé un élément. Donc, l'intérêt de cette ligne-là, c'est qu'elle symbolise cette vision binaire des choses. Je suis d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas 36 possibilités. Et l'idée derrière ça, c'était de voir comment un gouvernement populiste avance. Ah ben oui. C'est-à-dire le populiste, déjà à la base, prétend, d'un point de vue assez contradictoire, mais suivre et mener le peuple. L'idée là, c'est d'arriver à une fracture de la société, mais c'est pas l'État qui l'impose. On n'est pas dans un gouvernement autoritaire. L'État, il est là pour flatter les aigreurs, les ressentis. Oui, sauf que dans votre livre, l'État est très absent. Il ne fait que tirer la ligne. Ah non, il ne fait pas que tirer la ligne. Il y a le représentant de l'État qui, à un moment donné, sait enclencher la discussion pour arriver à ce que les gens disent bah oui, il y a besoin d'une fracture, il y a besoin d'un mur, il y a besoin d'un grillage, et l'État vient en disant ben, c'est pas nous qui l'imposons, c'est vous qui on est là que répondre, parce qu'à chaque fois il y a le mouvement populiste sous une illusion de démocratie, parce qu'on finit par mettre un vote à la fin, mais une fois qu'on a soufflé sur ces braises-là, une fois qu'on a désigné un ennemi commun, une fois qu'on a construit un récit, il n'y a plus qu'à attendre que les choses se fassent. Il n'y a qu'à voir comment il lance un certain nombre de débats pour obliger les gens à se positionner et à amener toujours un petit peu plus loin l'évolution de la pensée. Alors justement, vous parlez moins des migrants que Fabrice dans votre livre, mais en tout cas, il y a un point commun, c'est que vous évoquez des mouvements d'ultra-droite, ou en tout cas populistes. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé? Est-ce que Fabrice, par exemple, vous avez assisté à la colline du Crac? Est-ce que vous vivez dans le 18e? Je sais même pas. Je vis dans le limite 17e, 18e. D'accord, ouais, donc ça ne vous est pas inconnu, vous avez vu tous ces... De toute façon, quand on prend le tramway, le T3, pour aller à la Villette par exemple, et forcément il y a toujours des craqueurs qui rentrent les pieds nus et qui sont en manque, on les voit, donc ça fait partie du paysage. C'est pas des choses qui sont vraiment SASM. Et SASM jusqu'à la station de métro Stanislas, etc. Donc c'est des choses que les autorités déplacent, mais qui reviennent en fait, qui se diffusent. Oui, dans votre livre, il me semble que vous citez le fait qu'ils ont été éjectés de la colline 17 fois, si je me souviens bien. Ça revient constamment. Hein. Ce que dit Christophe, c'est très vrai. Je reviens sur cette question. Le débat, en fait, est de plus en plus difficile, que ce soit à droite ou à gauche. On voit que lorsqu'on essaie de dialoguer avec quelqu'un qui est de notre bord, en fait, on est facilement, par exemple, sur des réseaux sociaux ou sur des chats comme sur Twitch, par exemple, on est bloqué. Il y a une raideur, et c'est vrai que les fractures n'ont jamais été aussi vives que maintenant. Et est-ce que vous pouvez nous dire, Fabrice, pourquoi vous avez intégré une notion paranormale, ou en tout cas, on pourrait presque dire fantastique, dans votre roman? Parce que c'est aussi ça qui fait avancer l'intrigue, c'est aussi grâce au fantastique ou au paranormal
que l'intrigue peut presque être résolue. Alors, il ne faut pas le dire en fait, mais... Pardon. Ah bah si, ça fait avancer. Toute la ligne de cette intrigue paranormale permettait d'avoir un point de vue un peu décalé sur une approche trop frontale et trop réaliste de l'ultra-droite, de ces questions sociales. Et ça a donné une certaine liberté finalement en le déploiement de la narration. Mais c'est vrai que j'ai créé un personnage Zener qui, avant que Zemmour soit autre chose qu'un chroniqueur, avant la Convention des droites où il a acquis une stature au fond de futur présidentiable, donc c'est pas du tout à lui que je pensais quand j'ai inventé le personnage. Et le personnage de Zener développe une position qui lui est propre, une idéologie au fond à la fois écologiste et racialiste, éco-racialiste. Et aujourd'hui des racialistes on trouve à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Et donc au fond l'idée c'était d'avoir un peu un axe comme ça, de repoussoir, qui était potentiellement au fond le coupable rêvé, pour montrer que peut-être qu'il y avait d'autres choses aussi. C'est ça. Il y a quelque chose qui m'a intrigué, c'est qu'on a l'impression que vous balancez comme ça des vérités historiques et sur lesquelles il faut absolument qu'on regarde s'il y a une véracité. Et notamment quand vous dites que le Paris occulte a existé très fortement à la fin du 19e, et on a l'impression que ce Paris-là continue à exister. Là, c'est peut-être bien sûr de la fiction, mais moi je voulais vous demander si réellement vous connaissez, comme vous avez fréquenté l'Institut, le IRI, est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il y a encore un théâtre des extases qui fait penser... Alors il y a beaucoup d'images qui sont proches du cinéma chez Fabrice Jambois. Moi ça m'a fait penser, alors je crois que c'est écrit sur la dernière de couverture, à Scanners de Cronenberg. Ça fait penser aussi à Lucie de Luc Besson. C'est une jeune femme qui va exploiter soi-disant les 90% du cerveau qu'on n'a pas utilisé. Et puis aussi à Lynch dans le théâtre Le Silencio à la fin du film. Est-ce que vous avez des influences cinématographiques? Et est-ce que justement ce Paris des limbes existe encore? Oui, le Paris occulte. Toutes les influences cinématographiques que vous citez ont imprégné un peu l'écriture de roman, c'est vrai. Oui, par exemple, excusez-moi, j'interromps, je dis, par exemple, chez les oncologues, il paraîtrait que des médiums soient à côté pour localiser les tumeurs. C'est ce qu'on lit dans votre roman. Est-ce que c'est quelque chose de réalité? Alors ça, je l'ai lu, c'est une réalité. Il y a encore, de fait, aujourd'hui, des gens qui se font aider. Tout ce qui est décrit, qui se rapporte au 19e siècle, je l'ai étudié dans différents livres, notamment un livre qui s'appelle Somnambulisme et Médiumnité, d'un certain Bertrand Meeus, qui fait partie de l'Institut Mutation Internationale et qui est un sociologue qui a vraiment consacré 2 tomes énormes à ces questions-là. Et donc le théâtre des extases, qui est un des dieux du roman, n'existe pas, c'est une fiction, mais en fait des théâtres de cet ordre-là ont existé au XIXe siècle. Et le point de départ, c'était à la Pitié-Salpêtrière, lorsque donc dans l'aile consacrée à l'étude des hystériques et des fous, il y avait des jeunes étudiants en médecine qui magnétisaient des patientes et qui ensuite, parfois, donc des patientes qui étaient souvent des personnes qui étaient à la lisière de la prostitution, des ouvrières, et qui espéraient finalement faire une carrière ensuite de somnambule et faire des numéros de music-hall. Et donc il y avait une connexion, une circulation entre le monde du music-hall et le monde au fond de la clinique, et le monde au fond de l'Institut asilaire. Et il y a des battleurs en quelque sorte qui montaient des spectacles avec des femmes qui dansaient au rythme de la musique et dont les mouvements étaient directement la conséquence au fond de leur réaction sous l'influence, en état hypnotique. Et puis d'autres femmes qui étaient un peu comme des pelotes d'aiguilles humaines dans lesquelles on enfonçait des aiguilles et qui ne réagissaient pas parce qu'elles étaient là encore magnétisées. Donc tout ça, ça existait au XIXe siècle. J'ai un peu extrapolé en imaginant que, au fond, ce lieu continue à exister, c'était simplement déplacé. Évidemment, les cabinets de magnétiseurs existent encore, il y a encore des gens parfois puissants qui ont des conseillers, des stars qui ont des conseillers qui mettent en avant ce type de pouvoir. Et dans toute... mes parents vivent en Lorraine, et on grandit là-bas, et donc il y a des rebouteux, des gens qui ont aussi des pouvoirs, ce type de... D'enlever le feu, par exemple, il y en a quelques-uns en Bretagne. J'ai fait un salon à Marseille et j'ai vu une boutique d'un coupeur de feu qui exerce effectivement. Donc c'est des choses qui existent dans toutes les communes, dans toutes les provinces, ça existe. Donc c'est des choses qui sont encore ancrées dans l'imaginaire, mais qui font encore partie, au fond, qui sont l'aboutissement d'une tradition très longue. Alors donc même si on n'y croit pas, on y va quand même.
C'est ça qui est étonnant. Certains y vont. Ouais. Il y a un point commun dans vos livres. En fait, Jean-Christophe Tixier, à la fin de son livre, donc c'est pas une postface, c'est un remerciement, remercie quand même les adeptes du repli sur soi, les attiseurs et les propagateurs de haine. Voilà, et donc moi je voulais savoir pourquoi vous avez tenu à remercier ces gens-là. Je sais pas ce que j'avais consommé la veille au soir, mais arrive un moment dans la création d'un roman où on a le temps, on relit, on corrige, on revient dessus, on travaille le texte, et puis ça part à la correction, puis on a les retours de correction, puis un jour à 8h15 le matin, il y a le mail de l'éditrice qui dit au fait, il me faut la page de remerciement là, pour midi moins le quart parce que ça part à la maquette. Bon voilà, donc, Ouais, ça laisse pas de temps, ouais. donc à un moment donné, je sais pas, quelqu'un avait dû m'énerver à ce moment-là, mais effectivement, quand c'est grâce aussi à tous ceux qui foutent le bordel partout, tous ceux qui ont cette vision tronquée de la réalité qu'on arrive aussi à écrire nos bouquins. Hein, ça aide aussi à réfléchir, c'est ça, d'accord. Moi, je voulais vous poser une question aussi sur la gestion que vous avez de votre roman, parce qu'il est extrêmement recentré, dense, c'est étouffant, et votre style est étouffant, comme ce qui se passe dans le village, mais étouffant dans le bon sens du terme. Une bonne goulée d'oxygène. Ah ouais, non, mais il faut s'accrocher, et surtout, vous développez des personnages qui ont plein d'âges différents, et notamment un jeune adolescent qui est sensible, pas la même manière que les personnages de Fabrice. Et comment vous faites? Parce qu'à la fin du livre, en fait, on a l'impression d'être rentré dans la psychologie de tous les personnages. Il y a une attention portée avec une espèce de discours indirect libre où on est vraiment dans le personnage et on est vraiment dans sa tête, un peu comme faisait, comment il s'appelait, celui qui faisait Joyce, un peu comme ça, hein? Est-ce qu'il y a un peu de ça chez vous? Un peu, hein, parce qu'il ne faudrait quand même pas tout mélanger. Il y a beaucoup de dialogue aussi. Oui. Bon, moi, ce qui m'intéresse, moi, mon projet à chaque fois d'écriture, c'est de faire vivre une expérience au lecteur et d'emmener le lecteur au plus près de quelque chose. Au plus près d'une ambiance, au plus près d'une atmosphère. Dans le premier, je l'ai emmené dans les bagnes, au plus près de ce que vivaient les enfants dans les bagnes. Là c'est pareil, je l'emmène au cœur du village et en fait je me rends compte que j'ai jamais su écrire un roman, je crois que sur les 35 romans que j'ai écrits, que ce soit jeunesse ou adulte, il n'y a pas un roman dans lequel il y a un narrateur omniscient extérieur. Moi j'ai besoin de rentrer dans l'intériorité des personnages et en fait je crois que pour écrire il faut avoir 5 ans d'âge mental, ce qui me va bien parce qu'à 5 ans, un gamin il est capable de rentrer dans, d'ailleurs on le dit, hein, il s'est pris au jeu. Quand un gamin fait la classe à ses peluches ou à ses poupées, il est convaincu d'être l'instituteur ou l'institutrice. Voilà, moi j'ai pas évolué, et donc l'idée c'est que j'ai des narrateurs qui sont complètement identifiés, là il y en a 4, et c'est de pouvoir rentrer complètement, et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller explorer l'individu dans son intériorité, dans toute sa profondeur, dans toutes ses dimensions, et de le vivre complètement en intérieur. Donc ça c'est le travail que j'aime faire. Ça marche. Fonctionne. Merci. Ouais, moi aussi je voulais vous poser une question sur la confection, puisque vous, Fabrice, vous avez 15 jours le roman tient dans 15 jours, un peu plus, puisque la conclusion se passe quelques mois après. Mais comment vous faites comment vous travaillez avec un ordinateur ou avec des post-it? Vraiment sur la création elle-même, puisque c'est votre premier roman, et je voulais savoir comment vous construisiez le déroulé et la temporalité du livre. La temporalité, elle est commandée par, au fond, la nature de l'intrigue et de l'interaction des personnages. Moi, au départ, c'est l'incident déclencheur, la mort des migrants à la chapelle, et puis aussi des lieux, comme l'Institut métapsychique, et les personnages aussi. Les personnages, quand je les conçois, j'essaie d'imaginer au fond ce qu'ils peuvent penser, comment ils vont agir, et au fond quelles vont être les réactions qu'ils vont déployer en quelque sorte. Et donc, comment j'écris concrètement, quand j'ai des idées qui me viennent, elles peuvent me venir. C'est un peu comme un moteur de recherche qui tourne constamment en fait quand on écrit un roman. Donc on cherche toujours des idées, on a des choses qui viennent, des détails, et je les note ou bien dans les notes de mon téléphone portable, sur des post-it, mais souvent c'est
d'abord dans des carnets et après j'écris. Vous n'êtes pas comme Borel. Borel, c'est le personnage qui s'occupe de l'Institut, où il a reçu un dossier très important, il a tout noté avec plein de post-it autour de l'écran. C'est pas ça votre façon de faire. Alors lui, il note des informations dans un fichier, moi j'ai pas cette information, puisque le livre n'existe pas avant que je l'écrive. Donc, Oui, mais il n'est pas préconçu, votre plan de livre, il n'est pas préconçu, il va en avançant. En fait. Alors je sais quand même où je vais aboutir, je sais quelles sont les étapes principales, quels sont les déclencheurs, et donc après, dans l'écriture même de chaque chapitre, il y a des choses qui ne sont pas forcément... que j'ai pas prévisualisé à l'avance. Alors je voulais juste vous demander une question tout à l'heure, parce que le mycélium, c'est aussi un concept qu'ont inventé Félix Guattari et Gilles Deleuze, sur lequel vous avez travaillé. Alors, je voulais savoir si c'était... le rhizome. C'est sur le rhizome, pardon, oui. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est un hasard? Non, il n'y a pas de lien. Enfin, d'ailleurs, ce que Deleuze et Guattari ont écrit ensemble est déjà un peu filandreux par rapport à ce que Deleuze a écrit tout seul. Mais c'est vrai que l'image du rhizome, ça renvoie à l'idée des connexions synaptiques, et c'est au fond la manière dont ceux qui sont sous l'emprise de cette drogue perçoivent le réel. Donc c'est un peu ce qui décrit, en quelque sorte, esthétiquement, la nature du réel perçue de manière hallucinatoire. Avec aussi l'idée de connexion, c'est-à-dire la possibilité d'agir sur des choses à distance, et donc au fond des pouvoirs potentiellement paranormaux. Alors je précise qu'une lecture réaliste de l'intrigue est possible, mais qu'on peut aussi y voir au fond la manifestation réelle au fond de ces pouvoirs. Donc, Alors il y a une drogue qui est inventée dans le roman, et en fait elle procure quelque chose d'assez particulier. Déjà on voit tout mauve, et puis il y a plein de petits fils qui pendent, et on peut interagir dessus, et surtout les fils peuvent être ceux d'une personne qui est en face de moi, et on peut lui enlever quelques points de vitalité. Ça fait un peu comme les parcs, vous savez, les divinités grecques qui avaient entre leurs mains le pouvoir de donner la mort, qui donnaient un petit coup d'ongle et puis c'était fini. Voilà, c'est un peu ça le pouvoir, mais pas seulement. C'est vraiment étonnant parce que ça donne une expansion. C'est comme ce livre est comme un univers en expansion qu'il faut vraiment prendre dans sa globalité. Voilà, c'est un vrai trip. Alors moi, Jean-Christophe, j'avais une question aussi sur le fait que votre roman se passe dans une commune, et la commune c'est un héritage de 1789, et c'est quelque chose qui existe, mais est-ce que c'est fragile? Est-ce qu'aujourd'hui vous pointez aussi ça sur la fragilité des communes, où on les dépossède peu à peu aussi de leur pouvoir? L'État donne de moins en moins de dotations. Est-ce que vous êtes sensible à ça, sur la notion même de ville, de commune? Avant déjà la notion de ville, il y a la notion d'appartenance à un territoire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on appartient à un territoire? On s'aperçoit que même après 2, 3 générations d'implantation, il y a toujours une référence qui est faite aux origines. Moi, j'étais assez frappé là quand on écoute les gens du coin parler. Oh, mais là, le pays d'Igoudin s'arrête là. Ouais, il y a des lignes, quoi. Il y a des frontières là, chez vous qui ont l'air quand même assez costauds et autres. Alors après, effectivement, la difficulté, c'est qu'est-ce qui fait que ce vivre ensemble est entretenu au sein des villages? C'est le fait qu'il y ait un bar, c'est le fait qu'il y ait une école, c'est le fait qu'il y ait une épicerie, c'est le fait qu'il y ait un service public. Et à partir du moment où il n'y a plus ce genre de choses-là, comme il y a une tendance déjà au repli et à se rapprocher de ceux qui sont les plus proches de notre, je ne vais pas employer le terme de communautarisme, hein, parce que ça commence bien avant. Donc à partir du moment où il n'y a pas ces lieux qui vont permettre la rencontre, ces lieux qui vont permettre de partager un bien commun, de toute façon ça laisse la porte ouverte. Donc oui, donc dès qu'on ferme une classe, dès qu'on ferme une école, dès qu'on ferme le bar ou l'épicerie, on ouvre la porte aussi et à l'indifférence et à la rupture. Et quand un maire démissionne, comme ça a été le cas récemment à Saint-Brévin, est-ce que vous, ça vous parle justement, est-ce que ça fait pas un peu écho à votre roman? Peut-être vous connaissez l'actualité de ce qui s'est passé à Saint-Brévin. On est obligé de résumer. Le maire est la figure qui fédère à un moment donné. Parce que là, il y a tous les ferments, enfin il y a tous les éléments. Il y a l'ultra-droite, enfin ou l'extrême droite, on l'appelle encore comme ça, je ne sais pas quel groupuscule c'était, mais en tout cas il y a ça, il y a cette partition, cette ligne de démarcation entre les choses, et puis il y a un maire aussi dans votre roman
ça fait vraiment écho et vous l'avez écrit avant. Si je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la chambre d'enfant, à partir du moment où vous tracez une ligne blanche, il va y avoir rupture, il va y avoir conflit et il va y avoir bagarre. À condition d'enlever l'adulte qui permet de prendre du recul et prendre de la hauteur. C'est pour ça que ça se passe sur 30 jours. C'est le temps où la passion, le passionnel et l'émotionnel vont prendre le dessus sur la raison. J'ose espérer et j'espère que si on reprend les personnages 6 mois ou 1 an après, ils auront eu le temps de prendre un petit peu de recul, de se dire là, on s'est peut-être laissé embarquer, on a peut-être fait une connerie. D'ailleurs, le maire, enfin je dévoile rien, hein, le maire du village, qui est une figure qui est respectée, reconnue de tous, et qui a eu beaucoup d'engagement, qui est implanté là depuis longtemps, qui était agriculteur, qui était une figure de syndicaliste engagé au service de la profession, il est enfant de vie. Et à partir du moment où il disparaît, c'est là qu'on va voir les jalousies, les rancœurs et les ambitions s'exprimer. Et ça, c'est l'intérêt individuel qui prend le dessus par rapport à l'intérêt collectif. Pourquoi aujourd'hui tout le monde se réfère à des figures comme De Gaulle? Parce qu'il reste le dernier qui, en termes d'image, hein, qui a été la figure qui a fédéré tout le monde, et dans lequel tout le monde et qui a rassemblé. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on dénonce justement les comportements et les ambitions individuelles qui vont plus vers la rupture, puisque pour avancer, il faut se démarquer de l'autre, et donc il faut marquer son territoire. Ouais. Ok, je crois qu'on fait signe qu'on va arrêter. En tout cas, je vous engage à aller faire un tour à l'intérieur, puisque c'est là qu'on peut trouver le roman de Fabrice Jambois, Mycélium, chez Equinox, aux Arènes, aux éditions des Arènes, chez Equinox, la collection, qui d'ailleurs a un petit titre, c'est Trouver du sens au chaos. Voilà, c'est leur petit truc en plus. Et puis la ligne de chez Albert Michel, de Jean-Christophe Tixier. Il y avait une question? Oui, ah. je veux bien.